Bonjour et bienvenue dans le module de pétrographie sédimentaire. On va entamer une série de cours sur la sédimentation par précipitation et bioprécipitation, encore nommée sédimentation biochimique et chimique, et on va voir la production du carbonate de calcium marin et la minéralogie des carbonates marins. Tout d'abord, la production du carbonate de calcium marin. À plus de 90%, la production du carbonate de calcium océanique est soit directe par désintégration de squelettes calcaires, coquilles, testes, etc., donc l'ensemble des organismes marins à squelettes calcaires, par abrasion ou autre processus. Il peut être indirect selon des processus métaboliques cellulaires des organismes marins. Pour les 10% restants, la précipitation se fait suite aux échanges océan-atmosphère. Donc là, nous avons un ensemble de réactions chimiques qui illustrent ce processus. Donc nous avons l'atmosphère, l'océan, vous avez le CO2 atmosphérique avec l'eau marine donne un acide carbonique qui lui va donner l'ion bicarbonate et finalement l'ion carbonate. Ce dernier va s'organiser avec le calcium marin pour former du carbonate de calcium qui va précipiter avec libération bien sûr du CO2. Donc, la présence des carbonates est contrôlée par le pH du milieu qui lui-même est contrôlé par la pression partielle de CO2. Une croissance de la pression partielle de CO2 qui augmente l'acidité, un pH d'environ 7,8, contribue à la dissolution du carbonate de calcium. Ce processus se fait généralement à température basse. Une baisse de la pression partielle du CO2 augmente l'alcalinité du milieu marin qui passe à un pH de l'ordre de 8,2. Dans ce cas, le carbonate de calcium précipite. Là encore, le CO2 sera utilisé dans la synthèse aux molécules organiques sous l'effet d'un rayonnement solaire. Pour ce qui concerne la distribution géographique de la production carbonatée marine actuelle. Donc, nous avons une ceinture qui s'étend entre les tropiques. C'est la zone privilégiée de dépôts carbonatés. Les récifs en sont le meilleur exemple. Et on remarque bien que la plupart des domaines marins à production carbonatée s'étagent le long de cette ceinture équatoriale. Donc là, nous avons le climat tropical avec sa température relativement élevée favorise la production des carbonates. La lumière, comme on l'a vu, favorise la photosynthèse.
Donc, une chute de la pression partielle du CO2. Autre facteur, la profondeur. On peut lire ce processus dans ce graphique. Dans ce graphique, nous avons le degré de saturation oméga et nous avons la profondeur en kilomètres, la profondeur du domaine marin. Avant d'attaquer ce diagramme, on va tout d'abord voir les cas qui se posent en fonction du degré de saturation. Donc là, on imagine une eau marine et un dépôt carbonaté. Tout d'abord, nous avons le cas où le degré de saturation égale 1. Dans ce premier cas, le dépôt carbonaté et la solution sont en équilibre. Dans un deuxième cas, où le degré de saturation est supérieur à 1, nous avons une solution sursaturée qui contribue à la précipitation du carbonate de calcium. Pour le dernier cas, nous avons le degré de saturation inférieur à 1. Dans ce cas-là, la solution elle est sous-saturée, ce qui favorise la dissolution. Donc, si on revient au diagramme, donc nous avons ici la valeur 1, supérieure à 1, c'est la sursaturation, inférieure à 1, nous sommes dans la sous-saturation. La profondeur. À une profondeur donnée, nommée l'isoocline, on est au début d'une sous-saturation, donc une dissolution des carbonates. Au-delà de la limite CCD, niveau de compensation des carbonates, la dissolution est totale. Sur ce même diagramme, on peut greffer un domaine marin très peu profond, avec des valeurs supérieures à 1, donc une sursaturation et dépôt de carbonate, ici visualisé par des points jaunes. Au-delà de la lysocline, avec des degrés de saturation inférieurs à 1, nous sommes dans le début de la dissolution des carbonates. À un moment donné, les carbonates sont complètement dissous. Donc, au lieu d'une sédimentation carbonatée, on a plutôt une sédimentation de marne riche en silice. Pour ce qui concerne la minéralogie des carbonates, donc, si je prends une accumulation carbonatée, on est devant trois types de minéraux. L'aragonite est un carbonate de calcium métastable qui va se dissoudre ou se transformer en calcite. On a la calcite, le carbonate de calcium, et finalement la dolomite, qui est d'un carbonate de calcium et de magnésium. On a vu
la production du carbonate de calcium marin, la minéralogie des carbonates marins, et on va voir les constituants des carbonates sédimentaires marins. Dans toute accumulation carbonatée, on peut distinguer deux types de composants. Les vases ou boues aragonitiques, les particules carbonatées, encore nommées éléments figurés, qui sont squelettiques ou non squelettiques. Tout d'abord, les vases ou boues aragonitiques. Elles proviennent de la désintégration d'algues vertes calcaires qui figurent dans ce schéma. La bioérosion ou l'érosion mécanique de ces différentes particules carbonatées ou la précipitation directe à partir de l'eau de mer, comme on l'a vu dans la capsule précédente. Dans la photo, nous avons un dépôt marin très peu profond avec des algues et une boue carbonatée sur le fond. Dans les séries anciennes, ici une lame mince de roche calcaire, nous avons la boue carbonatée ici consolidée et les reliques d'algues calcaires productrices de cette boue carbonatée. Pour les particules ou éléments figurés non squelettiques, on trouve les oolites et les pellets. Pour les oolites, ce sont des grains ovoïdes constitués d'un nucléus qui peut être un grain de quartz, de feldspath ou d'un débris bioclastique. Autour de ce nucléus, on va voir un cortex de couches concentriques de carbonate de calcium qui alterne avec des couches de matière organique. Pour ce qui concerne les pellets, ce sont des particules microcristallines sans structure interne. Elles proviennent généralement de la micritisation de grains carbonatés ou de l'agglutination de vases aragonitiques, comme c'est le cas ici dans la photo. Autre élément figuré, les lithoclastes. On distingue les intraclastes et les extraclastes. Pour les intraclastes, il s'agit de fragments de sédiments érodés et redéposés sur place sans transfert sur de longues distances. Pour les extraclastes, ce sont des fragments de sédiments érodés à partir d'un substrat consolidé et transférés sur de longues distances.
Ces particules sédimentaires carbonatées sont de la taille d'un sable. Donc, ils peuvent s'organiser en corps sédimentaires, comme c'est le cas des sédiments détritiques, terrigènes. Par exemple, ici, j'ai une mégaride. Ces dépôts s'organisent en bancs calcaires. Ici, nous sommes en milieu littoral. Ici, bancs calcaires dans les séries anciennes dessinent des mégarides 2D, 3D, avec tous les types de structures sédimentaires qu'on a vues précédemment. Pour les particules carbonatées squelettiques, c'est l'ensemble des particules constituées de squelettes calcaires complets ou en débris. Pour le détail de ces particules carbonatées, je vous laisse le soin de découvrir le cours de micropaléontologie ou de paléontologie pour se rendre compte des différentes espèces qu'on peut rencontrer dans ce genre de dépôt. Les nomenclatures sont diverses. On parle de calcaire bioclastique, de calcaire coquillé, comme c'est le cas ici dans la photo, calcaire lumachilique, parce que la roche calcaire est formée de coquilles plus ou moins complètes, et on peut même parler de calcaire biodétritique lorsque ces éléments carbonatés sont associés à des particules détritiques silicoclastiques, comme le cas du sable par exemple. Pour finir ce cours sur la sédimentation par précipitation et bioprécipitation, je vais traiter un exemple de sédimentation chimique, à savoir les évaporites. Les évaporites sont des sels précipités par évaporation à partir de fluides nommés saumures dans des complexes géodynamiques continentaux, exemple les lacs, ou marins, exemple des zébras côtières. Les roches salines résultantes sont très diverses. On en cite le gypse, qui est un sulfate de calcium hydraté, l'anhydrite, un sulfate de calcium déshydraté, la halite ou selgemme, qui est un chlorure de sodium, et finalement les potasses, exemple de la sylvine, qui est un chlorure de potassium, et la carnallite, qui est un chlorure de magnésium. La précipitation, comme je l'ai signalé, se fait à partir de solutions sursaturées ou saumures. Les sels dissous se déposent en ordre inverse à leur solubilité. Si on prend par exemple une colonne d'eau de mer à évaporer, on obtient la séquence évaporitique suivante. À 80% d'eau évaporée, on va voir le gypse
qui se dépose en premier. À 90% d'eau évaporée, c'est le tour de la halite qui se dépose. À 95% d'eau évaporée, on a les sels de magnésium et de potassium. Cet ordre de minéraux évaporiques peuvent également se former dans un sédiment par évaporation capillaire, en milieu littoral bien sûr, et sous climat aride. C'est le cas des zébras. Je reviendrai plus tard, à l'occasion du cours des environnements et séries sédimentaires, sur ce genre de sédimentation.